pertinent, ou alors à maille trop large, ou alors pas piloté, c'est-à-dire qu'on commence à fixer les objectifs en avril-mai pour l'année. Donc forcément, ça ne va pas aider à aligner l'organisation sur les priorités de l'année. Un autre grand classique, les programmes de formation ne tiennent pas compte des nouveaux besoins lignes. Et alors parfois, il y a quelques passionnariats. Le RH pense que le Lean dégrade les conditions de travail et nuit à la paix sociale. Est-ce que vous avez connu, enfin moi j'ai connu, quand le RH se met en travers de la transformation Lean. Alors que faire? Vous avez des idées? J'ai perdu l'esquimau. Concernant les conditions de travail, oui, ça peut dégrader les conditions de travail, il faut quand même le savoir. Ah bon? Alors vas-y, explique. Le fait de se concentrer sur la valeur ajoutée fait qu'on va concentrer l'opérateur sur moins d'activités, à des fréquences plus élevées. Donc il faut en avoir conscience. Donc après, il faut savoir le gérer. Il faut faire tourner les gens, par exemple, ça peut être une solution. Ouais, il peut y avoir. Ouais. Et donc il faut être conscient que le Lean, c'est plein d'outils, et un outil, ça reste un outil, c'est-à-dire il fera ce qu'on lui fera faire. Donc si on n'est pas attentif à un certain nombre de choses, on peut avoir des dérives. D'accord. Alors, oui, c'est vrai ce que tu dis, je ne vais pas dire l'inverse. Maintenant, j'aimerais que Pierre, si Pierre tu as entendu, j'aimerais que tu complètes avec ton expérience DFA. Et que tu expliques un peu ce qui s'est passé au niveau de Forestia, lorsque justement, en réduisant la part de non-valeur ajoutée, dans l'assemblage des sièges, on s'est retrouvé avec des opérations, et puis en mettant en ligne, on s'est retrouvé avec des opérations qui étaient faites toutes les minutes, alors qu'avant elles étaient faites toutes les 15 minutes. Et donc, on a eu ce problème on va dire, de non-ergonomie liée à la répétitivité des mouvements. Pierre, si tu peux expliquer comment ça a été traité. Pardon. Pierre dit son eau, Forestia, donc à notre niveau, on s'est rendu compte très rapidement que le produit n'était pas au niveau. C'est-à-dire qu'il a fallu faire évoluer le produit de façon très très sensible, de façon à ce qu'il soit plus facile à assembler. On est revenu à des basiques. C'est-à-dire on a demandé à faire des assemblages du bas vers le haut. On a travaillé sur l'ergonomie, on a essayé d'éviter les rotations, les gestes inutiles. Les efforts de clipage. Les efforts de clipage. La répétitivité, par exemple, là, l'ergonomie est dans mon service maintenant, et donc on se rend compte que la répétitivité, au-delà de 240 répétitions à l'heure du même geste, on rentre dans un sujet, dans une zone dangereuse pour les opérateurs à long terme. Donc je sais que par exemple, pour un espace à 240 à l'heure, ça n'arrivera pas, mais dans tous les petits métiers, en fait, de l'automobile, c'est des cadences qui sont dépassées. On arrive à faire, quand on travaille dans des opérations de vissage, des trucs comme ça, on arrive à des répétitions de 1000 opérations à l'heure. Donc là, on est déjà dans le rouge. Donc on est forcé de faire quand le produit nous l'impose, on est obligé de pousser à faire des rotations de personnes, de les faire travailler sur différents postes. Le problème du Lean actuellement, c'est qu'on est plutôt dans une position post-mortem, c'est-à-dire que tout est fait. On a très très peu d'impact et d'anticipation. Bah quand même, tu as essayé avec des FA dans les programmes. On y arrive, mais le Lean tout seul n'arrive pas à grand-chose. Donc, c'est une démarche collective. Oui, c'est ça qui est important. Ça veut dire que ça commence en manufacturing, mais si on détecte, il ne s'agit pas d'introduire ça pour dégrader les conditions de travail, ce ne serait pas un bon message qu'on passe. Donc après, il y a deux façons de traiter le sujet, il y a la façon de modifier le produit, mais c'est long, c'est pénible. Dans certaines industries, c'est impensable. Et donc dans ce cas-là, il faut travailler sur le process pour réduire la pénibilité. Si je prends l'exemple du clipage de coque arrière de siège, c'était un truc où l'opérateur devait sauter à pieds joints sur la coque arrière du siège pour pouvoir la clipper. Bon, bah, on peut imaginer des petites presses pneumatiques qui font ça, qui permettent, c'est pas coûteux, et ça permet de le faire sans dégrader les mains, quoi. Hein. Donc, et quand on peut pas, après on passe au produit, mais c'est long et c'est hasardeux. Il faut aller jusqu'au bout. Ça démarre en manufacturing et après il faut remonter dans le développement. Donc, nous, par exemple, on arrive
poussé à l'automation, c'est-à-dire on pousse à des automatismes très très simples, c'est-à-dire évidemment simples, des petits verbes qui poussent. C'est low cost automation. Oui, surtout souple, adaptable. Voilà. Parce qu'en fait, on est passé d'un monde où on faisait des... On va dire que nos clients nous demandaient 1000 véhicules par jour, identiques, enfin, toujours venir. On en arrive maintenant, on est par exemple plutôt dans des cas de 300 véhicules par jour, donc c'est beaucoup plus de souplesse. Très bien. Alors, oui, madame, je vous fais travailler. Moi, je voulais revenir sur le point que les RH pour le ligne des conditions de travail. On entend bien spécialisation, automatisation des tâches. Alors, quand on dit pour les RH, c'est polyvalence. Ah. On a du mal à répondre. Et deuxième point, risques psychosociaux, où on parle aussi, pour limiter les risques psychosociaux, plus d'autonomie, moins de terrorisme des activités. Ah. Donc, comment on répond à cette confrontation de deux points de vue? Alors, la première, la spécialisation des tâches. Alors, on peut tout à fait spécialiser les tâches et augmenter la polyvalence. Si je vous prends un exemple d'une ligne d'assemblage, vous pouvez décider que vous assemblez un produit en ligne, donc chacun va faire une minute de travail, vous spécialisez les tâches. Ça a un certain nombre de conséquences sur la productivité, la qualité, qui sont bénéfiques. Ceci dit, ça n'empêche pas que vous pouvez faire tourner les gens et donc avoir la polyvalence nécessaire pour travailler sur toute la ligne. Ça signifie aussi que vous allez développer d'autres compétences des opérateurs. Vous n'allez pas en faire des presse-boutons, vous allez les impliquer dans la résolution de problèmes, vous allez les impliquer dans les chantiers, vous allez les impliquer dans la modification de leur poste de travail, vous allez les impliquer dans la propreté de leur poste de travail. Donc, ce que vous perdez en enrichissement de tâches parce que vous séparez, vous allez le regagner en donnant autre chose. Ça, c'est la première partie de votre question. Et rappelez-moi la deuxième. Les risques psychosociaux et la perte d'autonomie. On dit qu'il y a un facteur aggravant en termes de risques psychosociaux dès qu'on est en perte d'autonomie et de responsabilité sur son poste, qui est généralement le corollaire de très spécialisation et répétition de tâches. Non, mais on peut prendre la même réponse pour répondre à cette opposition-là. Alors, voilà, mais pour dire qu'on a des RH en face de nous qui pensent que les conditions se dégradent, on a ce type de questions qui nous sont envoyées. On arrive à expliquer et à montrer et à démontrer que malgré le Lean permet également de répondre à la problématique. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Si je reprends l'exemple de Philippe, oui, parfois, si le produit n'est pas conçu pour être produit en ligne, quand on augmente la répétitivité des mouvements, on peut être amené à dégrader les conditions de travail si c'est mal fait. Ça veut dire qu'en parallèle d'une éventuelle parcellisation du travail, il y a tout un travail d'industrialisation ou d'aide à l'opérateur pour pas qu'il se casse les membres, pour pas qu'il ait de troubles musculo-squelettiques, pour pas qu'il ait de maladies professionnelles. Si on ne le fait pas, c'est criminel. D'accord? C'est criminel. Bon, ensuite, moi j'ai de vrais exemples où au lieu de dégrader les conditions de travail, on les améliore. Je suis désolé, l'exemple que j'ai montré sur les cartons, je vous promets, il levait des cartons de 23 kg à 1,80 m. Donc, je me souviens d'avoir une discussion franche et musclée avec le responsable sécurité du site en lui disant, écoute, c'est simple, soit on reste avec les cartons de 23 kg soulevés à 1,80 m de haut, soit on passe à des petits conditionnements à 10 kg. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, ok, on passe à 10 kg. Donc, il n'y a pas de message binaire, hein, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Mais ce qui est important, c'est que on fasse ça proprement pour qu'il y ait une vraie amélioration des conditions de travail. Sinon, assez vite, on se retrouve avec la base contre nous. Et donc, il faut pouvoir démontrer sur le terrain avec des chantiers que c'est mieux. C'est plus bas, c'est à hauteur. Maintenant, on peut mettre les retours de vide, on se déplace moins, on n'a plus à chercher les pièces derrière. On n'a plus à marcher, on a tout sous la main. Ça, c'est des exemples de... Pardon. Oui, et orienter les exemples pour le coup, les orienter gain productivité, mais gain personnel lié à la personne. Enfin, lié à chacun des collaborateurs qui gagnent quelque chose dans leur quotidien. Il y a deux choses. Hein. Il y a gain en performance globale, qualité, productivité, etc.
Et après, il y a la personne qui me dit bah, « je suis moins embêté, maintenant c'est plus facile pour moi ». Vous avez vu les commentaires de tout à l'heure, hein, on les a pas... C'était des interviews... Alors, que faire? Juste une chose aussi, c'est en termes d'appropriation et d'autonomie, si c'est bien l'opérateur qui participe et qui réalise les standards, ça, à l'heure actuelle, je travaille sur des démarches de supplier development. Et donc, dans une entreprise, par exemple, c'est les opérateurs. Ils signent eux-mêmes, c'est eux qui sont émetteurs du standard. Il y a la rencontre dessus. Il y a une appropriation qui est totalement différente. C'est l'opérateur, c'est lui qui l'a créé. Quelque part, il y a l'autonomie. Et surtout, il comprend que c'est sa propriété. C'est-à-dire qu'à lui de le faire évoluer aussi. De réfléchir à des critiques par rapport à son activité. Et là, on arrive à deux choses qui viennent compenser quelquefois. Ah oui, l'autonomie. Il y a l'autonomie qui consiste à dire les opérateurs sont des grands garçons, ils ont de l'expérience, laissons-les travailler comme ils veulent, nous serons sûrs d'avoir le résultat. Eh bien, je vous permets d'en douter. Chacun ayant sa propre expérience, chacun vous donnera un résultat différent. Et vous, ce que vous voulez pour votre société, c'est le meilleur des opérateurs. Donc à partir de là, comment on obtient le meilleur? En alignant tout le monde sur la bonne pratique et en faisant en sorte que cette bonne pratique soit émise par les opérateurs eux-mêmes. Donc c'est la notion de standardisation. Donc l'autonomie peut ressembler parfois au bon cœur à l'état gazeux quand on leur dit juste « vous avez l'expérience, faites et on sait que ça va marcher ». Donc ça, le Lean est profondément contre. En revanche, le Lean est profondément pour dire aux gens, vous avez l'expérience des problèmes de votre poste de travail, on vous explique ce que c'est que le gaspillage, on est confiant sur le fait que vous allez trouver des solutions pertinentes. Et on est confiant sur le fait que vous allez améliorer votre poste. Et c'est vous qui allez le faire. Donc, la notion d'autonomie est un peu à double tranchant en ligne. On n'est plus sur faites comme vous voulez, ça va marcher. On est sur la démocratie dirigée ou éclairée. On leur donne une ligne directrice, on leur dit on veut éliminer les gaspillages, on veut standardiser, mais on sait que c'est vous qui avez les idées, c'est à vous d'améliorer. Moi derrière autonomie, je ne dis pas autonomie pour la première fois, mais l'attitude décisionnelle. Donc être capable, moi en tant qu'opérateur, d'avoir une attitude décisionnelle sur les activités que je fais. Alors, pas que tout me soit dicté à la seconde près et je suis robot, quoi. Alors justement, on nous oppose souvent cet argument. Quand vous mettez les opérateurs dans une ligne, d'accord, vous rajoutez une corde rouge et une corde jaune. Et vous leur dites, messieurs les opérateurs, quand vous avez un problème, il est de votre devoir d'appeler à l'aide. Vous tirez sur la corde jaune, qui s'appelle London. Messieurs les opérateurs, quand vous avez un risque qualité, quand vous n'avez pas les composants, quand vous n'êtes pas en condition de produire, vous avez une corde rouge, vous arrêtez la ligne. Donc, on leur donne la latitude. Avant, on ne leur donnait pas. D'accord ? Lorsque il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans l'organisation, on leur donne la latitude et on met l'organisation support en face pour réagir. Donc, on nous oppose souvent cet argument, alors que pour moi, il y a vraiment des arguments contraires. Non, mais voilà, il faut juste les mettre en avant et les expliquer, parce qu'autrement, on peut arriver vite à des points de blocage avec des RH et des partenaires sociaux. Oui. Alors, donc, je vois qu'on a pris 20 minutes de retard, donc on va essayer de rattraper. Déployer les objectifs sur la fonction RH en cohérence avec l'ensemble, suivre avec des KPI, je ne sais pas, le délai de recrutement, le pourcentage de recrutement à la cible. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure du directeur d'usine qui n'a jamais fait de ligne, il y a une chose toute bête, c'est d'inclure dans le processus de recrutement le directeur ligne du groupe. Et donc, il sera en mesure de juger si le grand patron recruté a le bon programme dans l'operating system. Ce qui n'est pas toujours le cas pour avoir... Inclure les RH dans les chantiers, bah oui, il n'y a pas de raison. Il faut aussi qu'ils comprennent que c'est pas que tailoriser, robotiser, enlever l'initiative. Il y a bien plus que ça. Il y a au moins autant à y gagner qu'à y perdre sur cet aspect-là. Et pour ça, il faut l'avoir vu et touché avec les mains. Revoir les processus de recrutement.
Oui, si on est dans un environnement